Donc, bienvenue tout le monde à cet atelier qui s'intitule Transition socio-écologique et justice socio-environnementale. Donc, la première présentation est celle de René Audet, Camille Butzlack, Mathilde Manon et Jonathan Durand-Folco. Et elle s'intitule Le rôle transformateur des récits, retour sur la co-construction d'un narratif de la transition socio-écologique. Donc, René, je te laisse un petit 5 minutes pour synthétiser ton beau papier. Merci, Luc. Bonjour à toutes et tous. Je suis bien content de vous présenter ce travail d'équipe, une équipe qui peut avoir, qui porte 4 noms ce matin. Hein. Luc les a nommés. Il y a Camille, Mathilde et Jonathan qui a travaillé avec moi sur le papier. Mais quand je dis équipe, c'est parce qu'il y a probablement plus d'une centaine de citoyennes, citoyens qui ont participé aussi au projet. Des organisations comme Solon, le TIES, et puis récemment d'autres organisations, peut-être une quinzaine, qui ont travaillé avec nous sur le récit de la transition écologique qu'on est en train de co-créer. Alors, c'est une grosse équipe, en fait, que je représente ce matin pour se présenter ce travail. Je vais faire 5 points en 30 secondes chacun, peut-être. Ça va être assez succinct. D'abord, le premier point, le point de départ de notre travail, c'est qu'on constate un grand intérêt pour les récits, les visions d'avenir, la prospective et tout ce qui porte sur une façon d'envisager le futur. Donc, un intérêt pour les récits et tout ça dans la littérature scientifique, dans la littérature sur la transition écologique, mais bien sûr aussi dans la littérature sur l'innovation sociale. Et d'ailleurs, les mouvements sociaux, les mouvements de transition notamment, font largement usage des récits, hein, des narratifs, pour un peu raconter leur histoire ou raconter une histoire alternative au discours dominant. Donc, l'idée du récit, c'est de justement produire des discours alternatifs et de contester les discours dominants. L'idée aussi est pour je dirais, l'usage ou l'utilité que peuvent avoir les récits pour des groupes comme Solon, qui est notre partenaire principal là-dedans, mais c'est d'augmenter le pouvoir d'agir, donc s'attendre à ce que individuellement et collectivement, les citoyennes et les citoyens en viennent à proposer des projets, prendre action sur la base d'un récit partagé et co-construit par les mêmes citoyennes, citoyens. Deuxième point, je viens de le dire, on s'attend à ce que le récit augmente le pouvoir d'agir et favorise la prise d'action. Et donc, c'est l'intention qu'il y a derrière ce projet de co-construction du récit de la transition sociale et écologique avec Solon et le TIES. C'est un projet de recherche-action, si on veut, c'est une sorte d'expérimentation. On a mis en place une méthodologie pour construire ce récit. Et c'est vraiment un travail qui est partagé entre une équipe de recherche, disons, je dirais, des gens qui travaillent dans les organisations de transition et les citoyennes, les citoyens eux-mêmes. Nos objectifs, c'est d'exprimer tout simplement une vision partagée de la transition qui soit à la fois critique du modèle dominant et désirable pour les citoyennes, les citoyens. Et je dirais qu'on mettra l'accent aussi sur le contenu du récit qui porte sur la justice, particulièrement dans le cadre du papier qu'on a produit pour ce colloque. On a un autre objectif à travers ça qui est de trouver des formes d'expression multiples qui vont permettre de transférer, de transmettre, de diffuser ce récit dans la société. Alors, on pense se reposer sur l'art, notamment sur des formes d'expression artistiques, créatrices, culturelles. Et c'est notamment l'objet de l'atelier qui aura lieu à 12h45, un petit peu plus tard, là, et je vous en reparle à la fin. Troisièmement,
En fait, le reste de notre communication, là, une fois que j'ai dit les principaux points que je viens de nommer, porte sur la méthodologie de co-construction du récit. Donc, la manière de générer une discussion collective, participative avec les citoyennes et les citoyens, comment on fait pour analyser les données recueillies, ensuite, comment on les organise, ces données, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a des résumés, des synthèses des ateliers qu'on a organisés, comment on va plus loin, comment on systématise ces connaissances-là et comment on les met en récit aussi. Donc, c'est des questions qu'on a commencé à aborder, qui ne sont pas totalement réglées, mais dont on vous fait part un peu dans notre présentation. Et aussi, comment valider ces analyses, c'est-à-dire comment s'assurer que, effectivement, le récit qu'on va produire correspond à ce qu'on nous a dit au départ et qu'il correspond à ce qu'on, justement, à ce qu'on s'attend que ce soit du point de vue des groupes et des citoyens. Quatrième point, c'est un peu la conclusion, hein, puis ça porte sur cette contribution du récit à la justice sociale, environnementale et épistémique. On trouve qu'il y a quand même un paradoxe, hein, après avoir démontré à quel point nous parlons de justice dans le récit à de nombreux endroits, dans plusieurs unités de sens, comme on les nomme, mais il y a quand même une sorte de paradoxe, c'est-à-dire que d'une part, le récit valorise l'inclusion et la justice sociale, environnementale et épistémique de manière relativement claire. Toutefois, nos ateliers en tant que tels, où on a recueilli les données, si on veut, ou les échanges, les connaissances, ils rejoignent quand même une minorité de gens et de groupes, hein, il faut l'admettre, dans le quartier où on travaille, qui est Rosemont-la-Petite-Patrie principalement. Donc, c'est un public qui est rattaché au réseau de Solon, et dans un quartier relativement homogène. Alors, autant on parle de justice dans ce récit, autant l'inclusion dans le processus, c'est un défi qu'on a identifié, qui n'est pas vraiment très facile à relever. Mais peut-être que la discussion va nous aider à aborder ce paradoxe. Et cinquième point, vraiment très rapidement, c'est pour faire une pub, parce qu'à 12h45, il y a une activité sur le récit, une activité de co-construction sur la diffusion du récit qui sera accessible, ouvert à tout le monde. On espère vous y trouver donc un peu plus tard. Merci. Merci beaucoup, René. Tu as presque rentré dans le temps, donc c'est merveilleux. Il y a beaucoup de choses à dire. Donc, on va passer tout de suite à la deuxième personne. C'est une présentation de Bono Pell. The title is Can Transition Theory Account for the Dark Sides of Social Innovation, an Analysis of Directionality in Renewable Energy Prosumerism. Donc, je passe la parole à Bono. Bono, it's your turn. Monsieur Luc, pourrais-je partager mon écran? Oui. Vous devez avoir le droit. Là. Il y a un petit bouton qui inclut partager. C'est visible maintenant? Ça devrait être visible de votre côté. Je peux un instant. Your entire screen. Mais je n'ai pas de bouton bleu pour confirmer partage écran. Désolé, je n'arrive pas. Oh no, I think it's next to the microphone button. Peut-être que quelqu'un de la technique est présent qui peut donner un coup de main. I have next to the micro button. You have the microphone on the screen. Share. Yeah, I did click that one. And then it says your entire screen, application window. Ah, ok. C'est ça, c'est visible maintenant? Yes. Ok, je pensais que c'était plus facile comme ça. Donc alors, c'est une collaboration entre moi et mes collègues de DRIFT, Dutch Research Institute for Transitions, où j'ai travaillé à l'époque aussi.
Titre, c'est bon. C'est Can Transitions Account For, mais en fait, ça doit être How Can Transitions Theory Account For, sinon on pourrait dire si, oui, et c'est ça. C'est une question pas trop intéressante. Bon, c'est une présentation, un papier que je vais écrire, que je suis en train d'écrire avec eux. C'est entre deux projets sur Energy Prosumerism et Energy Citizenship. Bon, ce sont des concepts qui émergent maintenant en Europe et ailleurs, je crois. On a commencé avec energy prosumerism, so energy users who both consume and also produce energy, and it's that producing that makes the difference with the consumerism. Donc, bon, on parle de quoi? En principe, ce sont des innovations durables en technologie, infrastructure, relations sociales et institutions. Et dans ce type de projet, c'est deux fois H 2020, Horizon 2020, ce sont des questions comme ça. Prosumerism, energy citizenship, c'est très bien. Comment pousser ça? Bon, pour nous, c'était what incentive structures will enable the mainstreaming of renewable energy, prosumerism, safeguarding, bon, toutes les choses désirables. Et quelques images, ils sont tous là, notre ami progressive. Donc, bon, comment soutenir ça? Ce sont au début le type de questions de façon instrumentale qu'on pose dans ce type de projet. Et bon, ça évoque des autres questions aussi. Et pour nous, c'était bon, comment tenir en compte les dark sides de cette innovation sociale, puisqu'il y en a. Bon, après, quels sont ces dark sides? Il faut les formuler d'une manière empirique. On a fait ça déjà dans notre recherche. Comment articuler ça et comment articuler plus spécifiquement dans le contexte de théorie de transition la directionality, puisque parler de transition dans le singulier, ça n'aide pas beaucoup, puisqu'il y a beaucoup de transitions, et il y a beaucoup de futurs possibles, et il faut ouvrir vraiment ce discours. Parler sur transition dans le singulier, ça tue toute l'imagination, tout le débat sur les futurs possibles et comment articuler ça dans une manière plus précise en termes de direction, de transition plus précise, les outcomes, le processus même et les conditions sociétales qui portent sur ça. Bon, j'ai montré le multi-level perspective de transition. C'est une théorie de l'innovation. Oui. 10 secondes peut-être? En tout cas, c'est une théorie de l'innovation qui n'est pas forcément dit beaucoup de choses sur la direction et les dark sides, mais qui en principe est capable.
Je m'arrête ici. Merci. Merci beaucoup, Bono, pour ce petit résumé. So, let's move to the third presentation par Raphaël Ziegler, Social Innovation for Addressing the Sustainability and Biodiversity Crisis, a Systematic Review of the Literature. Donc, Raphaël, merci Luc, est-ce que vous pouvez m'écouter? Très bien, oui. Ok. Donc, merci pour la modération, Luc. Donc, c'est un papier écrit avec plusieurs collègues qui sont malheureusement pas là aujourd'hui. Je vais dire juste quelques mots en anglais. Désolé, mais pour la discussion, je suis très contente si on peut discuter en français. So this is basically a paper that I think is somewhere in between the work of René and colleagues on the narratives in the urban context and Bono's work on the prosumers in energy. And on the other hand, Yves-Marie's fundamental question about justice and growth, because what basically we're trying to do in this paper, we were surprised pleasantly that in this very important development in 2019, where the IPBES, a kind of parallel body to the climate change IPCC, has for the first time tried to make a global assessment of biodiversity. And they found, as you might not be surprised, that all major drivers go in the wrong direction. However, they added to that a kind of transformation chapter where social innovation features as part of the solution. So this caught our attention, and we wanted to know more about this. However, we quickly found out that this report and its various chapters has very little directly about social innovation. And so hence we had the idea that we wanted to do a systematic review to see a bit more what's going on here. And for this, we wanted to study how social innovation is conceptualized in relation to the 5 drivers of unsustainability in this report. What are the different clusters that are emerging? And also, this is linked to Bono's point, what are maybe contestations and ambivalences of innovation? Because the report itself has a deep ambivalence where on the one hand, it features technical innovation as part of the problem. Think of large dams and their significance for river systems. And at the same time, innovation is part of the solution, right? So we were also interested in this kind of deep ambivalence. And for this, we conducted a systematic review. There's some more details in the presentations or in the paper if you're interested. But just very briefly, a few points about the results. On the conceptualization of social innovation in the papers that we found, we thought that we think that there's a lot of it is simply buzzword, so meaningless talk of social innovation. Where it's deeper, it tends to be on the meso level experimentation with a focus on involvement and different roles of citizens. That's where we found there was a more interesting role of social innovation in this discussion. And therefore, we kind of concluded that if you want to pursue this debate, the most interesting strand of social innovation literature is probably the grassroots innovation. So in the sense that Jill Saifang and her colleagues have defined already a while ago, because we feel this is actually where the topics are taken on seriously in this very wide, large field of social innovation. On this question on how is social innovation tackled across these different direct drivers, biodiversity, as you probably know, is very strongly linked to indigenous peoples as one of the places that, as one of the traditions that really protect biodiversity. However, in our review, we found almost no evidence of research on that in the Web of Science literature, right? So there's limits to that, obviously. So there is a real gap on that level, where this one aspect that the report highlights is that we couldn't find much research on that, except for a little bit in forestry. Much of the research is on local experimentation, especially on cities, which, however, is also very interesting because in this literature there is a link between the direct drivers, such as urban sprawling and this kind of topics, and the indirect drivers, that is the discussion of change in production and consumption systems. So that's very interesting about that part. And another part, this is maybe linked to René's work and his colleagues on the narratives.
So this report very much stresses the need for a transformation in direction of sustainability. However, when we read through all the articles and their use of transformation, what they mean by transformation almost always means the great acceleration in various varieties, right, of neoliberalism and urban change and so forth. So transformation actually means, in this literature, very strongly adaptation to the ongoing transformation. It does not mean an alternative. There is a few exceptions to that again, and especially in the urban, radical urban literature, I would say. But by and large, it was really the old transformation meaning that prevailed. And this takes me to the last point, so about contestations. As I already hinted at, the concept is very positively connoted, often as a mere buzzword. We found very little evidence of critical discussions of social innovation, even though we think, especially for this topic, the X-novation and the dark sides of innovation, as Bono already said, would be a very interesting topic. So we think it could be interesting to pursue that much further. Thank you. Sorry, a bit too long probably, if I heard the sound. C'est parfait. Merci beaucoup, Raphaël, pour cette... Très différente. Par exemple, étant donné le confinement et tout, il a fallu qu'on repense complètement nos activités de participation citoyenne et ça a donné lieu à des expérimentations intéressantes. Par exemple, on a fait peut-être Camille, si tu peux me rappeler comment on appelle ça, mais une sorte de correspondance, une correspondance où plusieurs personnes participent un peu au même texte avec des phases en 4 ou 5 phases. On a utilisé plein de façons pour essayer vraiment d'inclure, etc. On est toujours pris avec la question, puis j'avoue que je trouve que c'est un peu facile de nous lancer cette question-là aussi, de dire, oui, mais votre récit, quand est-ce qu'il va être le récit de la société dans l'ensemble, ou quand est-ce qu'il va rejoindre tout le monde? On expérimente, on essaie de le construire et de faire en sorte qu'il soit approprié pour inspirer des projets. C'est vraiment l'objectif de départ. Je dirais qu'il y a peut-être un autre objectif aussi pour les organisations qui travaillent avec nous, de construire leur discours auprès des institutions, d'avoir un certain argumentaire et tout ça. Bon, bref, on n'a pas essayé le tirage au sort et puis j'ai oublié un peu la deuxième partie de ta question, mais je ne sais pas à quoi se butent nos efforts. Parfois, j'ai l'impression qu'on aurait besoin de savoir comment on est reçu, comment nos communications sont reçues. Est-ce qu'on est vu comme trop ringard par certains? Est-ce qu'on est vu comme incompréhensible par d'autres? Est-ce qu'on est vu comme, je ne sais pas, il y a des choses qu'on ne comprend pas encore dans le milieu qu'on essaie d'atteindre et surtout d'autres milieux qu'on n'a pas encore atteints, je dirais. Mathilde travaille là-dessus, c'est elle qui va nous régler tous ces problèmes dans les prochaines années. Merci René. Il y a Yves-Marie qui voulait compléter sa réponse et peut-être aussi sa réponse à la question originale de Sylvain. Je ne sais pas c'est lequel des deux. C'est Sylvain qui râlait parce que je disais que je n'avais pas répondu à sa question, donc c'est juste, mais je ne veux pas prendre trop de temps, mais effectivement, si on lit la question de Sylvain jusqu'au bout, il demandait, en régime de décroissance, peut-on postuler que ce serait nécessairement et automatiquement une répartition des ressources et du pouvoir juste, où il faut définir aussi les conditions pour que ça le soit. Alors je crois que dans ma petite proposition là, très synthétique, hein, le produire moins, partager plus, décider ensemble, bah justement, je ne réduis pas la décroissance simplement à une décroissance de la quantité de matière et d'énergie qu'on mobilise et qu'on transforme, autrement dit, de marchandises qu'on produit. J'ajoute immédiatement l'impératif du partager plus, et donc qui renvoie à une conception de la justice, je dirais, peut-être un peu simpliste, hein, mais qui est la justice, c'est d'abord l'égalité et c'est d'abord l'égalité des conditions d'existence, en tout cas s'en rapprocher le plus possible. Ça répond en partie à une question de Raphaël, mais qui s'y connaît beaucoup mieux que moi en termes de théorie de la justice. Enfin, donc voilà, en tout cas de mon côté, ça se réduit à peu près à ça. Donc le partager plus doit viser cette égalité des conditions le plus possible, ce qui amène je l'ai dit, à remettre en question la propriété privée, au moins sous sa forme bourgeoise, comme disait Marx, sa propriété lucrative. Ça suppose aussi de remettre en question le rapport salarial tel qu'on le connaît, entre autres choses un peu désagréables qu'il faut considérer si on tient vraiment
à cette exigence de justice environnementale ou sociale. Merci Yves-Marie. Est-ce que, Raphaël, tu veux compléter un peu la réponse? Yves-Marie, tu as passé la parole. Peut-être que tu... Non? J'avais pensé sur l'autre point que vous avez mentionné, Luc, avec je crois que c'était le point de Marie, avec l'implication des citoyens, parce que je crois que c'est important, une question de justice aussi au fond. Je vois là le lien aussi avec la présentation de Yves-Marie, parce qu'en ce moment, on a un petit projet avec la ville sur cette stratégie de résilience de la ville de Montréal, où la ville a cette volonté de créer un pôle de résilience pour des communautés vulnérables. Et donc, cette littérature, c'est très clair, il correspond à un point de Marie, que le langage de la résilience invite à penser des citoyens comme des acteurs qui peuvent trouver des solutions, mais ça peut être très injuste pour des populations vulnérables qui manquent de temps, ils ne sont pas du milieu éduqué qui a le temps pour faire tout ce type de travail-là. Et donc, ce que je trouvais intéressant dans cette lien de recherche et travaux, que les organisateurs, ils disent vraiment il faut organiser des projets comme ça en partant des intérêts réels des populations vulnérables et pas abstraits. Donc, qu'il y a un lien direct avec des problématiques qui sont déjà là. Donc, je trouvais ça intéressant. Et le deuxième point que je trouvais très intéressant de dire, et ça c'est le lien avec Yves-Marie, je crois que il faut toujours aussi dire que pour ce type de récit, il y a une complémentarité politique qui est la politique de temps. Donc, si on ne dit pas qu'on a besoin de plus de temps pour les gens à participer et de discuter les conditions du salariat et tout ça, ça va nécessairement toujours créer des milieux qui ont le temps à participer. Donc, ça, c'est un peu une réponse idéologique, mais je crois qu'il faut l'accompagner ça si on a cette volonté de participer, qu'on doit créer aussi les conditions politiques pour les gens tout le monde avoir le temps de participer. Désolé, c'était un peu convolu. Non, ça va, merci. C'est une réponse très intéressante. Je vois le temps qui passe et je vois aussi les messages sur le chat. C'est très difficile de choisir les questions parmi tout ça. Il y en a plusieurs qui arrivent. Et je me demandais s'il y a des gens qui voulaient tout simplement lever la main et s'exprimer. Je sais notamment, Martine, tu as posé plusieurs petites questions. Est-ce que tu as envie d'essayer de la reformuler pour les gens? Je ne vais pas te mettre dans le spotlight, Catherine. Martine, c'est juste que je t'ai vu beaucoup t'exprimer. Oui. Non, mais j'essaie de faire ces liens-là. Et puis, peut-être Yves-Marie et même Raphaël, les trois, ce que je posais, en fait, c'est ce que Yves-Marie propose déjà, il est plus narratif. Et en fait, peut-être que j'aimerais ça vous entendre, René et Raphaël, sur ce narratif-là. C'est le narratif d'un chercheur universitaire, sociologue et tout. Est-ce que ça déconnecte avec ce que vous commencez à entendre? Donc, j'aurais envie de vous entendre là-dessus. Et peut-être, Raphaël, toi, ces trois propositions d'Yves-Marie, comment tu les traduis en termes de justice sociale, d'une part, et peut-être, d'autre part, et ça, c'est plus un peu formatif, mais je sais que plusieurs d'entre vous le connaissez, mais je pense qu'il faut voir un peu aussi, on pose la question comment mobiliser les citoyens, etc. Je pense qu'il faut voir le modèle de parole d'exclus à Montréal-Nord, qui fait ça depuis 15 ans aujourd'hui, et qui a développé des services, mais c'est pas la mission n'est pas de développer des services, mais de mobiliser les citoyens à définir et faire émerger des solutions, et pas de services, de garderies, etc., mais qui viennent vraiment qui parlent des besoins, sachant que aujourd'hui, c'est une organisation, mais en fait, c'est toujours une organisation qui est menacée de disparaître. Parce que financer de la mobilisation et non des services, disons qu'il n'y a pas beaucoup de bailleurs qui trouvent là un intérêt. Et donc,
ces modèles de mobilisation, peut-être pour des récits, mais aussi pour développer des services. C'est pas aujourd'hui dans le... Je dirais même que, puis là Sylvain est avec nous, que c'est peut-être pas ce que recherchent les financeurs et la philanthropie, peut-être sauf quelques institutions que nous avons ici. Donc, je mets tout ça ensemble, je lance ça. Merci, Martine. Alors, on va commencer par René et Raphaël, et après ouvrir ensuite. Je vais être court. Peut-être que Mathilde, tu voudras aussi compléter sur la dernière partie de la question de Martine. Mais pour ce qui est de l'aspect décroissance dans le récit, c'est très présent. Je dirais que, ben, évidemment, la manière dont Yves-Marie le présente, il y a une analyse, il y a une analyse académique derrière, il y a une analyse philosophique aussi. Évidemment, on ne peut pas demander aux citoyens de nous faire le procès de la marchandise dans les activités participatives, mais l'aspect décroissance est quand même, je pense, assez partagé, où en tout cas, il y a une vision économique dans notre récit, et c'est une vision de la relocalisation qui, en fait, se situe dans un discours de la transition écologique qui existe, hein, puis auquel notre récit, finalement, va finir par contribuer, je dirais, mais cette idée de avoir des services, justement, au niveau local, de s'impliquer dans leur gouvernance, dans leur gestion, cette idée aussi d'avoir les commerces locaux, de partager les espaces. Il y a un grand intérêt, je dirais, pour l'aspect socio-spatial là, de la transition écologique. Donc, l'appropriation du milieu de vie. Le milieu de vie, c'est le terme que nous, on utilise. Mais c'est vraiment dans une perspective plus globale de décroissance, même si ce n'est pas toujours nommé de manière aussi explicite. Mais effectivement, puis on sait bien aussi que Yves-Marie inspire beaucoup les citoyens qui le lisent avec avidité. Alors, voilà. Mathilde, peut-être pour la question sur Parole d'exclus. Oui, ben, j'ai la chance de travailler aussi avec Parole d'exclus. Comme je disais, on va présenter un peu avec Isabelle Eck demain un projet qu'on a mis en place, enfin qu'on a co-construit avec l'arrondissement de Montréal-Nord. Et justement, ce qui est intéressant, c'est de voir à la fois que c'est possible de mobiliser des populations plus vulnérables lorsque on s'intéresse en premier lieu, on va chercher en premier lieu quels sont les besoins de base et sur lesquels on peut, et les enjeux de base sur lesquels après on peut bâtir une vision de la transformation, puis des projets qui visent une justice sociale, épistémique, transformation sociale, mais à partir des besoins essentiels, disons, des populations les plus vulnérables, mais aussi en mettant en place des moyens qui sont adaptés à leur réalité. On parle toujours du temps de la mobilisation, mais le problème du temps de la mobilisation, c'est pas le problème des citoyens réellement, c'est le problème que nous, on arrive avec des deadlines, avec un canevas, les institutions publiques, quand elles veulent faire une consultation citoyenne, une consultation publique pour un aménagement, elles savent déjà quand est-ce qu'elles vont faire leurs appels d'offres pour transformer le parc ou je ne sais quoi, alors que la réalité citoyenne, c'est pas ça. La réalité citoyenne, c'est pas nécessairement... Il y a à la fois une volonté de transformation rapide des citoyens, mais à la fois une réalité que il faut venir à des consultations, il faut venir participer. Donc, il y a vraiment une question d'adaptation, je pense, au niveau du temps de la mobilisation et des moyens qu'on met en place. Puis, je pense que pour ce qui est de notre récit, la question de... Je voulais juste rajouter ça, c'est que tous les éléments, comme disait René, sont amenés, les mêmes éléments que Yves-Marie a amenés. Simplement, je pense que pour les citoyens, encore une fois, il faut se reconnecter à des choses qui sont très quotidiennes. Et la question de produire moins, pour les gens, je pense que c'est pas si connecté avec leur quotidien parce que les personnes qui sont en situation de vulnérabilité, elles ont déjà pas beaucoup. Donc, on peut leur dire on va produire moins, mais eux, ils ont déjà l'impression de manquer de beaucoup de choses et il y a une déconnexion entre la réalité de qu'est-ce qui se passe quand on produit des objets ou dans les Suds avec une pression écologique et la réalité de oui, mais moi, je manque déjà de nourriture de base. Donc, je pense qu'il y a aussi ça qui fait que produire moins, ça fait peur, entre guillemets, ou en tout cas, c'est loin de la réalité des gens. Donc, c'est ça.
que je voulais ajouter. Je pense que René, c'est bon. Merci beaucoup, Mathilde, pour cette précision. Je vois l'heure qui passe, il est rendu déjà 10h30, donc officiellement, notre atelier est terminé. On m'a demandé de vous inviter à participer aux autres ateliers qui suivent. Et donc, je le fais, mais on m'a aussi demandé de laisser la salle ouverte pour celles et ceux qui voudraient continuer à discuter sur ce qu'on vient sur ce dont on vient de parler, sur ce dont on vient de parler. Donc, moi, je vais rester avec vous, puis il y a quelques personnes qui veulent rester jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne. Mais sinon, je vous invite à aller dans les autres ateliers. Et je remercie René, Mathilde, Raphaël, Bono, Yves-Marie et tous leurs collaborateurs. Il y a Camille aussi, je crois, qui était présent pour vos belles présentations, pour vos belles capsules vidéo et pour les idées que vous nous avez apportées ce matin. Donc, merci beaucoup.